Bienvenue au Syndicafé de la CGT FercSup. Pierre, tu es agrégé d'histoire, titulaire d'un doctorat de l'EHESS et d'un master de l'université de Princeton. Tu es professeur de civilisation américaine à l'université Sorbonne Nouvelle, spécialiste de l'histoire et de l'économie politique des États-Unis du XVIIIe siècle à nos jours et de l'histoire de la comptabilité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Pour l'année 2026, le ministère a annoncé un budget de l'ESR en hausse de 350 millions. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ce budget est en trompe-l'œil ? Alors c'est un trompe-l'œil pour deux raisons. D'une part, 350 millions, je le rappelle, c'est sans tenir compte de l'inflation. Donc en fait, les 2/3 de l'augmentation en question sont déjà mangés par l'inflation. Et de surcroît, il y a une opération comptable un petit peu particulière dans les établissements publics qui consiste à faire payer sur les budgets de ces établissements publics les retraites des fonctionnaires. C'est-à-dire que les retraites des fonctionnaires ne sont pas comptabilisées séparément dans le budget de l'État, elles sont prises sur les financements des établissements publics. Donc en fait, c'est de l'argent qui est donné puis repris. Et quand on fait le compte de ce qui est donné puis repris, on s'aperçoit qu'en fait le budget stagne ou est en légère baisse même. Donc ça, c'est tout à fait courant depuis plusieurs années maintenant. C'est une manipulation comptable qui permet au gouvernement d'expliquer que si, il finance alors qu'en fait non. Ce qui est plus intéressant, c'est de se demander pourquoi ces gens-là font ça. Et ça renvoie au rôle du budget dans l'État français actuel, dans un cadre de capitalisme avancé, qui est essentiellement de veiller à ce que les dépenses utiles soient les moins importantes possibles. En fait, on pourrait le résumer comme ça. Et en faisant ça, il y a deux axes, en réalité, du budget, et c'est toujours cette année comme c'était les années précédentes. Empêcher autant que possible les établissements de recruter des fonctionnaires parce qu'il faut les payer, ça coûte cher, après il y a la retraite, etc. Donc on va essayer de réduire la masse salariale. Et puis empêcher autant que possible les établissements de dépenser, à vrai dire, quoi que ce soit, le moins possible en tout cas, plus quelque chose qui est acquis là du coup, une espèce de semi-managérialisme qui a été acquis dans les années 2000 et qui se surajoute à ces injonctions et les contredit, à savoir que les mêmes établissements qui sont donc contraints de réduire ou de faire stagner leur masse salariale et de réduire ou de faire stagner leurs dépenses soient en même temps de plus en plus efficaces. Donc c'est une espèce de rêve technocratique d'efficacité et de productivité sans cesse croissante dans un contexte de financement sans cesse décroissant. Et là, évidemment, on a un problème. Au-delà de ces questions de budget national, ministériel, quel est le cadre local dans nos établissements de constitution d'un budget ? Alors c'est la suite directe de cette double injonction de dépenses, en particulier salariales, la plus basse possible et d'efficacité la plus haute possible. C'est-à-dire qu'en fait, l'autonomie des universités est en réalité très réduite. La loi d'autonomie des universités a été faite précisément pour mettre fin à leur autonomie ou la réduire au maximum. Sur le plan budgétaire, ça se traduit par une masse salariale qui est essentiellement abondée par l'État, c'est la subvention pour charges de services publics, et cette masse salariale est contrôlée de très près par le ministère du Budget qui ordonne absolument qu'elle ne croisse pas, qu'on n'embauche pas et même la CDisation, c'est-à-dire la transformation en contrat permanent de contrats temporaires précaires qui sont révélés indispensables et que la loi impose, puisque au bout d'un certain nombre d'années, on estime qu'un précaire doit être gardé, même cette CDisation est maintenant attaquée au motif qu'elle augmente la masse salariale. Donc il y a un premier contrôle sur la masse salariale, il y a un deuxième contrôle très étroit sur les dépenses avec toute une série de règles comptables destinées à pousser les établissements à dépenser le moins possible et à contrôler de très près chaque euro avec une quantité de temps et d'efforts absolument étonnante dévouée à contrôler tout cela plutôt qu'à faire des choses utiles. Et dans un troisième temps, des indicateurs d'efficacité. Alors c'est là que l'exercice atteint sa limite parce qu'il n'existe pas d'indicateurs d'efficacité probants dans l'enseignement supérieur et dans l'enseignement en général. Donc le ministère du Budget en invente, l'impose au ministère de l'enseignement supérieur comme au ministère de l'Éducation nationale et ça donne des choses très surprenantes au bout du compte. L'ensemble de ces injonctions au niveau du budget des établissements se traduit par une poussée constante à la prudence, à l'équilibre, à la non-dépense, tout en étant en même temps extrêmement énergivore et dévoreuse de temps et d'efforts en ce qui concerne l'exécution réelle de nos missions. Ce qui fait qu'on finit par passer plus de temps à dire que si telle dépense est indispensable qu'à dépenser réellement.
Et ce budget des établissements d'enseignement supérieur, concrètement, comment est-ce qu'il est conçu? C'est quoi les critères qui définissent ce budget? Alors l'essentiel, c'est quelque chose qui s'appelle la soutenabilité, qui est une notion qui signifie que le budget de l'établissement, donc ce budget de l'établissement est fait essentiellement de la subvention pour charges de service public, des financements des étudiantes et des étudiants, mais c'est une part relativement minoritaire, et de financements sur projets européens ou français qui se surajoutent. C'est des choses qui sont importantes. Le troisième volet est important dans les universités de sciences dures, comme on dit, mais pour les universités de lettres et sciences humaines, évidemment, c'est marginal. Ces trois composantes de recettes sont ensuite mesurées par le ministère du Budget en termes de soutenabilité par rapport aux dépenses. Donc, vous avez des indicateurs, par exemple le fameux indicateur d'Isenbourg, qui est quelle part de ces recettes sont dépensées dans la masse salariale. Et de manière totalement arbitraire, le ministère de l'Enseignement supérieur, dans sa grande sagesse, a décidé qu'il ne fallait pas qu'il y ait plus de 80% de la masse salariale, des recettes, 80% des recettes dépensées en masse salariale, sans qu'on sache pourquoi 85% ou 83 ou 87, mais peu importe. Et le but étant, là encore, de freiner les dépenses de masse salariale. Alors, pour les universités de lettres et sciences humaines comme la mienne, ça pose des gros problèmes parce que nous n'avons pas de synchrotron, nous avons très peu de fonctionnement, et donc l'essentiel de nos dépenses sont bien évidemment à la masse salariale. Alors ça a, du point de vue du ministère du Budget, un avantage supplémentaire, c'est un indicateur qui pousse à l'externalisation et donc à sortir toutes les missions que l'on peut et à les confier au secteur privé. Ça coûte beaucoup plus cher, mais ça permet de faire glisser de la masse salariale au fonctionnement. De même, sur l'enseignement, par exemple, depuis 2 ou 3 ans maintenant, le ministère, par le biais des rectorats, milite pour qu'on recrute le moins possible de vacataires, parce que ça fait gonfler la masse salariale. Alors le gag dans cette affaire, c'est que le ministère, simultanément, on l'a dit, limite les recrutements pour justement contenir la masse salariale. Donc on se retrouve dans une situation dans laquelle on demande à la fois de ne pas recruter et en même temps de ne pas recruter de vacataires, tout en étant soumis par le ministère de l'Enseignement supérieur à des effectifs étudiants de plus en plus importants malgré tout, mécaniquement. Donc là, vous voyez bien que là encore, on rentre dans quelque chose qui est très autocontradictoire. Hein. C'est des séries d'injonctions contradictoires. Dans les laboratoires, les rats deviennent fous. Je ne suis pas sûr que mes collègues sont tous en parfait état après des années de ce régime. Tu viens de nous présenter et d'évoquer ce terme d'injonction contradictoire. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus ce que ça fait concrètement au travail et à nos établissements? Alors, 2 exemples concrets. Celui que j'ai déjà à moitié donné, qui est celui de l'enseignement. Vous avez une unité d'enseignement qui a 100 personnes. On va vous dire, écoutez, il faut vraiment bourrer au maximum parce que nous ne voulons pas engager des vacataires. Donc, nous allons mettre ces TD à 45 personnes parce que chez moi, du moins, les salles ne tiennent pas plus de 45 personnes. Donc, on ne peut pas en mettre plus, mais c'est au plafond. Ça permet d'avoir 45 personnes pendant 24 heures, 2 fois 12 heures, et ensuite on dit voilà, vous allez les entraîner aux commentaires de texte ou à la dissertation pour les concours de l'enseignement secondaire. 45 personnes, moi j'ai même pas le temps d'apprendre leur nom, donc bien évidemment, en plus c'est en langue étrangère parce que je suis en anglais. Là on n'est plus tellement dans l'enseignement, on est plutôt dans l'ordre de la garderie ou de l'occupation, de la thérapie occupationnelle pour les gens qui ont rien d'autre à faire. Alors la solution qui a été trouvée par mon université, qui est tout à fait originale, est de cesser d'exiger l'assiduité. Ce qui permet de diminuer mécaniquement le nombre de gens, puisqu'il y a des étudiantes et des étudiants qui travaillent et qui donc ne viennent pas. C'est souvent les plus vulnérables. Donc on se retrouve avec effectivement les gens qui ont le plus besoin de notre aide qui partent. Et c'est le genre de choses dans lequel le travail devient très compliqué. Un autre domaine dans lequel c'est très sensible, c'est tout ce qui est recherche, et en particulier organisation de rencontres de recherche, puisque la nécessité de contrôler tout à l'euro près, au premier euro, au premier centime, a engendré toute une série de règles budgétaires très intéressantes, comme par exemple le fait que il faut une décision du conseil d'administration si vous voulez inviter les participants, enfin les présentateurs à un colloque dans un restaurant le soir, s'il faut dépasser 35 € par personne, et 35 € par personne dans Paris, ça va pas vous rapporter un repas de
très grande qualité. Enfin, il y a quelques bouillons qui pratiquent encore ce genre de menu, et encore. Et comme donc d'une part c'est plafonné, mais d'autre part il faut que ce soit contrôlé, et donc il faut un bon de commande, ce qui est un circuit extrêmement compliqué, puisqu'il faut que le bon de commande soit ensuite déposé par le fournisseur dans une machine inventée par Bercy, que j'ai mis moi-même plusieurs heures à maîtriser un petit peu, parce que c'est extrêmement compliqué. Il est évident que le patron du dit bouillon qui fait 35 € le repas ne va pas avoir envie de passer des heures à déposer une facture de 350 € s'il y a 10 personnes dans une machine qui lui prendra justement des heures. Donc vous voyez, toutes les mécanismes de contrôle étroits sur ce qui se passe finissent par empêcher les gens de fonctionner. Et de fait, dans mon université, on ne dépense pas tout notre budget de fonctionnement, tout simplement parce qu'on ne peut plus. C'est tellement chronophage que les gens n'y arrivent plus. Donc vous avez, et en même temps, on nous explique qu'on n'en fait pas assez, qu'on ne dépose pas assez de projets de recherche, qu'on ne fait pas assez de conférences, etc. Donc vous avez dans des cas très précis, à la fois dans l'enseignement et dans la recherche, une injonction à faire qui est entièrement contredite et minée, on pourrait dire subvertie, par les tutelles et par les exécutants locaux des tutelles, pas par mauvaise volonté. Souvent les exécutants locaux, à savoir les présidents d'université et leur séide, on va dire, sont conscients du problème. Mais comme c'est des gens obéissants, c'est souvent d'anciens bons élèves, et les bons élèves obéissent toujours, ils essayent quand même d'appliquer les consignes, alors qu'ils devraient être en train de saboter tant qu'ils peuvent. À mon avis, ça serait vraiment une des sorties par le haut. Mais ils essayent d'appliquer les consignes, ça ne marche pas, donc évidemment c'est la faute du petit personnel, donc tout le monde se bat en plus. Là on retombe dans le cas du rat dans le labyrinthe, avec les rats qui se mangent entre eux, et on est un petit peu dans cette situation de plus en plus. C'est intéressant au sens, enfin c'est intéressant, oui c'est intéressant en un sens si on prend une distance sociologique suffisante, on commence à avoir des problèmes de risques psychosociaux parmi les enseignants-chercheurs. Alors les enseignants-chercheurs c'était quand même une catégorie relativement protégée, hein. On avait peu d'heures par semaine, on avait des salaires qui étaient plutôt corrects, relativement au reste de la population, et normalement on avait du temps. Et là on est depuis quelques années dans des cas de figure où les gens finissent par avoir des problèmes parce qu'on leur demande de faire trop de ce genre de choses, trop d'enseignement avec trop d'étudiants, trop de nécessités administratives, trop de papiers à remplir, de contrôles à faire, etc. Et alors il y a deux catégories, il y a les gens qui sont raisonnables et qui arrêtent de faire quoi que ce soit parce que c'est plus possible, et puis il y a les gens qui, pour des raisons compliquées, psychologiques, d'enfance malheureuse ou autres, essayent quand même que ça marche, et là assez rapidement ça peut ça peut créer des problèmes. À la CGT FercSup, on dénonce régulièrement la violence institutionnelle de ceux qui décident de mettre à mal ce service public et d'imposer ce qui nous semble être des logiques de marché dans ce service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Qu'est-ce que tu penses de ces logiques marchandes ? Je ne dirais pas que c'est une logique marchande, parce que les éléments de base du marché, de ce qu'on imaginait comme étant un projet néolibéral, manquent. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup d'endroits où c'est comme ça. En revanche, il y a une logique que moi j'appellerais une logique capitaliste, qui est une logique d'obéissance, justement, et de planification bureaucratique. C'est-à-dire que l'idée, c'est de prévoir l'avenir, c'est de mettre chacun dans ses cases, c'est de tout contrôler à partir du sommet. Les chefs commandent, savent, les autres obéissent et exécutent, et tout ira bien. Et ça, c'est aussi quelque chose, alors c'est un peu moins attendrissant parce que ça donne des conséquences pratiques qui sont extrêmement désagréables. Beaucoup de ce qu'on pourrait appeler la couche des apparatchiks ou des bureaucrates universitaires actuels sont persuadés de savoir mieux que leurs troupes ce que leurs troupes doivent faire, et donc passent leur temps à émettre des ordres. Et comme souvent, il y a deux problèmes avec ça. D'abord, la sélection des chefs se base beaucoup plus sur la loyauté que sur la compétence. Donc évidemment, vous allez avoir quand même des tas de gens qui vont donner des ordres stupides. Ça, c'est assez fréquent. Et ensuite, comme ça n'est pas réalisable, et ben c'est pas réalisé. Et donc, vous vous trouvez avec des chefs en train d'expliquer à quel point leurs troupes sont nulles et de se battre avec. Ce qui ne facilite pas les opérations au niveau pratique dans ces établissements. Donc, dans l'ensemble, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe qu'on trouve ailleurs que dans l'enseignement supérieur, mais qui est aussi tout à fait perceptible dans l'enseignement supérieur. Avec cette logique capitaliste, comme tu l'appelles dans l'enseignement supérieur, on voit se développer toute une série de mécanismes, de dispositifs, par exemple les partenariats public-privé, la démultiplication de l'enseignement supérieur privé à côté de l'enseignement supérieur public. Comment est-ce que tu analyses, toi,
ces éléments d'une incursion du privé dans ce service public? Alors, c'est comme pour la santé, hein, c'est comme pour l'hôpital. Le problème est que, en plus, une bonne partie du système n'est pas rentable par nature. C'est-à-dire que à partir du moment où vous vous adressez à la partie la moins riche de la population, une formation va forcément coûter plus cher que ce qu'elle rapporte, quel que soit le prix à laquelle vous la vendez. Donc vous avez à avoir un premier problème qui est que le privé ne sera intéressé que par certains secteurs de l'enseignement supérieur et pas d'autres. On voit très bien ça aux États-Unis. Contrairement à ce qu'on croit, le financement de l'enseignement supérieur aux États-Unis est un financement d'État. État fédéral et État fédéré à 75%, et ensuite c'est les familles. C'est pas du tout le privé. Le privé, c'est de l'ordre de 5 à 7%. C'est-à-dire que c'est pareil qu'en France. Les entreprises capitalistes ne sont pas des entreprises charitables et ne vont pas financer autre chose que, à la limite, des labos de biologie qui rapporteront à des compagnies pharmaceutiques ou des choses comme ça. De temps à autre, vous avez un capitaliste un peu narcissique qui s'offre un amphi, mais c'est pas avec ça que vous allez faire tourner un enseignement supérieur. Donc, on est dans l'illusion, hein, dans l'espèce d'utopie qui a été développé là il y a fort longtemps, hein, ça remonte à l'ère Jospin en réalité, puisqu'il vient de mourir, on peut donner le crédit là où le crédit est dû, comme on dit en anglais, et c'est sous Jospin, en tant que je me souviens, que les premiers discours sur le fait que on allait pouvoir financer avec le privé se sont faits jour. On a eu Allègre et des ministres comme ça, ils ont créé des fondations universitaires, et à leur grande stupéfaction, il n'y a pas d'argent. Personne ne leur donne de l'argent. Alors ça, c'est ennuyeux, et donc maintenant on est au stade 2 de l'opération, qui est les capitalistes ne vont pas payer l'enseignement supérieur, ils ne le payent nulle part d'ailleurs, mais nous, l'État, on veut payer le moins possible, donc effectivement là vous avez le rapport Baptiste, et le fait que finalement peut-être qu'on devrait faire payer les familles. Alors ça, faire payer les familles, c'est un impôt indirect en réalité, hein, c'est-à-dire qu'on va faire payer les familles peut-être en fonction de leurs revenus, mais enfin ça va quand même peser beaucoup plus évidemment sur les petits revenus que sur les gros revenus, sauf si vraiment on le transforme en impôt progressif, mais je serais très 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 surpris. Et donc là on se dirige vers un système à l'américaine dans lequel les gens s'endettent pour la vie, pour acheter une formation dont encore une fois la valeur est très incertaine. Avec des conséquences financières graves pour tout le monde, y compris pour l'équilibre du système en général, puisque maintenant on est sur une bulle financière assez catastrophique au niveau américain, à force d'endettement accumulé, qui ne peut plus être assumé par la masse de la population. Donc ça, c'est une première dimension du privé. Après, il y a une deuxième dimension d'intervention qui est peut-être plus importante en un sens pour la destruction du service public, et qui est cette externalisation dont je parlais au début, l'idée qu'on va sous-traiter au privé certaines fonctions qui peuvent l'être, là du coup. Je pense par exemple aux fonctions de nettoyage ou aux fonctions de support, aussi bien audiovisuel que toute une série de fonctions comme ça, qu'on va confier à des entreprises extérieures. Alors le problème est que les entreprises extérieures étant des entreprises privées à but lucratif, ça va forcément coûter plus cher que si c'est des fonctionnaires d'ailleurs extrêmement mal payés, puisque les catégories C, B et A de la fonction publique sont extrêmement mal payées, y compris par rapport au privé. Donc en fait ça coûte moins cher, mais on voit bien à quel point finalement l'enjeu n'est pas seulement l'argent. L'enjeu est plutôt le contrôle étroit sur toute la chaîne, avec des endroits qu'on sous-traite au privé pour que le privé les contrôle, même si ça coûte plus cher, parce que comme ça réduira le périmètre de la fonction publique autant que possible. C'est une politique, au fond, très anti-étatique, très anarchiste, on pourrait dire. Alors je sais bien que Macron a pas l'air d'un anarchiste comme ça vu de l'extérieur, mais en réalité, c'est une vraie tentative de démolition de l'État-providence hérité du 19e siècle, enfin du 20e siècle plutôt, mais qui a commencé dès le 19e dans certains coins plus éclairés comme l'Allemagne. Et donc l'idée finalement est d'aboutir à cette espèce de paradis libéral qui, encore une fois, est rempli de contradictions, parce que d'un côté on dit on va détruire l'État, mais d'un autre côté les mêmes personnes veulent garder un contrôle total sur le fonctionnement de la machine, et donc insiste pour garder la hiérarchie, garder tout ce qui est commandement, garder tout ce qui est contrôle, etc., ce qui est évidemment contradictoire avec l'idée de glisser ça au privé. Donc vous vous retrouvez avec uniquement finalement les personnels d'entretien qui sont payés au lance-pierre et sont traités de manière absolument scandaleuse dans les universités, et puis le reste des fonctions, non, on ne peut pas les sous-traiter parce qu'on veut garder le contrôle dessus. Donc je ne sais pas exactement où ça se terminera, parce que
qu'il y a tellement de contradictions dans le programme actuel que ça ne sera jamais complètement réalisé. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça rendra de plus en plus difficile le fonctionnement du service public et le fait d'offrir un service public de qualité à la masse de la population. Là, en revanche, on se dirige vers des temps difficiles, probablement. On y voit déjà beaucoup plus clair sur ces contraintes qui pèsent sur l'enseignement supérieur et la recherche, sur les budgets de nos établissements, et aussi, tu le disais, sur le projet politique derrière. Tu viens de me parler de la sous-traitance, de l'externalisation. Finalement, est-ce qu'on n'assisterait pas à un projet politique de fin du service public et du statut de fonctionnaire? Si, alors ça fait partie donc des objectifs. Le problème étant que là encore, c'est contradictoire avec un fonctionnement de recherche et d'enseignement supérieur qui soit efficace. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas à la fois avoir des gens aux ordres, le petit doigt sur la couture du pantalon, faisant ce que le chef décide, et en même temps des gens qui vont créer des paradigmes nouveaux, des choses qui, par définition, rompent avec ce que le chef faisait, puisque le chef, c'est la vieille personne qui faisait ça à l'ancienne. Si vous faites un changement de paradigme et que vous découvrez quelque chose de nouveau, ça va être nouveau par définition. Et la vieille personne qui faisait ça à l'ancienne ne va pas forcément être ravie, en fait, sauf exception rare. Donc, vous allez avoir une tendance lourde à la reproduction du même, qui est totalement contradictoire avec l'innovation en recherche. De même, la transmission de la pensée critique, qui encore une fois est une demande jusqu'à un certain point du patronat capitaliste, parce que si vous avez quelqu'un de très obéissant, certes, mais totalement abruti et bené et incapable d'appliquer correctement une instruction parce qu'il ne la comprend pas ou elle ne la comprend pas, il est évident que pour la productivité, ça n'est pas top. Donc il y a une demande contradictoire du patronat d'obéissance, mais en même temps de pensée critique suffisante pour pouvoir faire ce qu'on vous demande et le faire de manière intelligente. Et là, c'est pareil. Si on met l'accent sur l'obéissance et la hiérarchie, ça va devenir compliqué d'apprendre aux étudiantes et aux étudiants à réfléchir. Donc il y a un problème. Donc tout ce projet est un projet à la fois très utopique et très peu pensé au fond. Ce ne sont pas des intellectuels qui ont produit tout ça. Ce sont des idéologues étatiques plutôt que véritablement. Même les économistes sont dubitatifs souvent par rapport à ce qu'ils racontent. Et donc vous avez toute une couche très internationale d'administrateurs qui sont persuadés qu'au fond l'objectif ultime c'est des exécutants parfaits qui font exactement ce qu'on leur demande de manière très intelligente, mais n'ont par ailleurs pas du tout d'esprit critique ou d'indépendance ou d'autonomie, et sont aussi formés exactement pour le poste qu'ils remplissent, mais sont formés de manière à ce qu'on puisse les passer d'un poste à un autre. On voit bien que ce rêve d'adéquation parfaite des salariés à l'emploi pose des problèmes de contradiction interne qui sont insolubles. Et le problème de l'enseignement supérieur, c'est qu'on est un petit peu en première ligne par rapport à ce genre de choses, puisqu'on nous demande à nous plus spécifiquement de produire ce travailleur idéal. La dernière incarnation, je le dis au passage, de ce rêve, c'est évidemment l'intelligence artificielle, appelée intelligence artificielle par antiphrase, parce qu'il n'y a rien de plus stupide qu'un modèle de langage dont je rappelle qu'il est purement statistique, et le fonctionnement prévisible des prochaines années va être d'essayer de mettre de l'intelligence artificielle partout, parce que ces mêmes gens s'imaginent que ça va obéir bien et intelligemment, et ils vont s'apercevoir que non. Et après, je ne sais pas, ils inventeront quelque chose d'autre, je suppose. On verra. Les surprises sont souvent désagréables, mais toujours, en tout cas, on le mérite de l'originalité, souvent. Mais voilà, on en est là. Sur le plan du fonctionnement interne de l'enseignement supérieur, ça donne une situation très désagréable dans laquelle on est soumis sans arrêt à des demandes contradictoires de gens qui savent au fond d'eux-mêmes que ça n'est pas raisonnable, que ça n'est pas exécutable, mais qui le demandent quand même parce qu'ils ont beaucoup trop appris à obéir. Tu me l'as évoqué, mais est-ce que tu pourrais me réexpliciter le lien qui n'est pas forcément évident entre des contraintes budgétaires et un risque sur les libertés académiques des enseignants-chercheurs? Alors, c'est à deux étapes. C'est-à-dire que la première étape est de forcer les enseignants-chercheurs à rentrer dans un cadre budgétaire qui mine
la structure normale de l'enseignement supérieur, met fin aux emplois de titulaires et les remplace soit par des emplois précaires, mais là évidemment c'est les petites mains qui seront censées assurer le matériel et pas vraiment se mêler des choses importantes, soit par des emplois contractuels, de contrats souvent à durée déterminée, qui vont permettre au chef de donner des ordres pour faire ce que le chef estime être bien. Alors là, on a quand même deux secteurs qui sont un petit peu différents. Des gens comme les dirigeants actuels, comme Baptiste ou les gens du CNRS, ne sont pas véritablement engagés dans un processus de contrôle idéologique. Leur souci est plutôt un contrôle de fonctionnement. Ils sont persuadés d'être plus intelligents que tout le monde et que donc il faut que quand ils donnent un ordre, cet ordre soit exécuté. Mais c'est plutôt de l'ordre de la gestion et de l'ordre de la hiérarchie de gestion. Mais pour l'instant du moins, ça reste subordonné au projet principal, qui est un projet d'exécution, d'obéissance et de contrôle absolu. C'est un sombre tableau que tu nous décris ici. Est-ce que, à ton avis, il y a des raisons d'espérer ou aussi des moyens et des solutions à mettre en œuvre pour lutter contre ce projet politique que tu nous as présenté? Oui, projet même politico-économique. Alors, des raisons d'espérer, il y en a toujours, on ne sait jamais, parce que là, c'est justement parce que le futur est imprévisible. Les évolutions politiques sont souvent très rapides, donc on ne peut pas du tout parier sur l'avenir en disant oui, c'est vrai que dans les 10 dernières années, on a vu une montée très nette des régimes autoritaires, ça va rester comme ça. Donc ça, c'est je dirais le niveau macro. À un niveau accro, bon, on ne sait pas où il va aller et on le saura quand on y sera. Je suis désolé, mais en tant qu'historien, nous, on évite de faire des prévisions sur l'avenir, même si effectivement, du coup, on passe moins à la télé. Mais l'autre niveau, qui est le niveau micro, là, c'est très différent parce qu'en réalité, on peut faire des tas de choses dans ce système, surtout à partir du moment où le système est inapplicable. Donc, la solution généralement adoptée dans les universités, c'est que tout le monde ment à tout le monde. C'est-à-dire que les injonctions partent du haut, elles ne sont pas appliquées, et l'échelon intermédiaire ou les échelons sous-intermédiaires expliquent que si, elles sont appliquées. Et tout le monde regarde ailleurs, y compris les chefs, puisque il faut pas qu'on découvre qu'en fait c'est pas appliqué. Donc on fait semblant que ça marche. C'est quelque chose d'assez fréquent sur toute une série de structures, en particulier, par exemple sur la recherche, on trouve beaucoup ça. Et là, du coup, il y a quand même des actions à mener sur le thème. Vous savez, si vous dites haut et fort que ça ne marche pas, ça ne tient pas debout et personne ne le fait, il va rien se passer. Parce que tout le monde sait que c'est vrai. Donc, on va même pas vouloir vous sanctionner, puisque si on vous sanctionnait, il faudrait poser le problème de savoir si ça marche ou pas. Or, il n'y a pas de mode de contrôle qui permette au chef de savoir si ça marche. Donc, si les subordonnés lui disent « ça marche pas », il peut pas s'appuyer sur autre chose pour dire si vous voyez bien que ça marche, au point où le débat devient intéressant, puisque en fait là on peut dire non, vous voyez, ça marche pas pour telle et telle raison, et on rentre dans une discussion sur les processus. Les présidents d'université et les vice-présidents détestent ça. Ils aiment pas du tout qu'on vienne leur expliquer que ça ne marche pas et qu'il faut à tel et tel endroit que les injonctions sont inapplicables et qu'il faut s'y prendre autrement. Et ça, c'est une politique syndicale, on peut dire, qui est une politique simplement d'action collective. Et en plus, les personnels apprécient beaucoup que la vérité soit dite, en un sens. Les gens, à la base, évidemment, voient bien que ça marche pas. Ils ne sont pas aveugles ni idiots. Et donc, le fait de dire en public, vous savez, votre truc ne tient pas debout et ça n'est même pas appliqué, en fait, c'est à la fois très soulageant pour beaucoup de gens, il y a un côté cathartique. C'est aussi très mobilisateur, puisque les gens vont pouvoir se réunir même, ce qui est plus très à la mode, mais ça peut arriver, sur le thème, oui, il a raison, ça marche vraiment pas, est-ce qu'on pourrait peut-être quand même inventer une autre façon de s'y prendre, au niveau local. Et le ministère lui-même, l'exemple que je donne toujours, j'étais dans une université de la région parisienne dont je donnerai pas le nom, qui au début des années 2010 a voté contre
le budget, qui était véritablement un budget totalement imaginaire. Et à l'époque, les règles étaient que le rectorat devait prendre le contrôle de l'université en question, budgétairement, et assurer lui-même, le rectorat, le suivi et le contrôle de cette université. Le problème est que le rectorat, c'était une grosse université très compliquée, et le rectorat local n'avait pas les moyens humains et matériels de le faire. Ce qui s'est passé, c'est que le rectorat local a demandé poliment au conseil d'administration de se réunir une nouvelle fois, et peut-être que là, ils accepteraient le budget si on leur demandait poliment. Et ils ont fait pression sur suffisamment de gens pour que le vote soit changé. C'est-à-dire qu'au lieu d'appliquer leurs propres règles, puisqu'il y avait un constat très net de dysfonctionnement, ils ont préféré glisser ça sous le tapis. C'est très fréquent sur le plan du contrôle budgétaire aussi. Les rectorats ne sont pas équipés pour le contrôle budgétaire. Donc, ils envoient des injonctions. Alors, sur les masses, ils y arrivent, les grandes masses, le fonctionnement, la masse salariale, etc. Mais dans le détail du fonctionnement, là, du coup, ça demande un degré de technicité, de spécialisation que les rectorats n'ont pas. Et Bercy ne peut pas non plus. Il y en a trop. Donc, il y a trop d'établissements publics. Donc, vous vous retrouvez avec toute une série de dérapages à la base qui ne se voient pas au sommet parce que voilà, personne ne les a vus, ou que si quelqu'un les a vus, ils ont préféré regarder ailleurs. Donc il y a une espèce de dérive autogestionnaire presque de l'enseignement supérieur, donc je pense qu'il faudrait encourager, bien évidemment, et veiller à ce que ça marche de moins en moins bien, en fait. Pierre, merci beaucoup pour tes réponses et ton éclairage. Et à la CGT FercSup, on continue, nous, à dénoncer et à agir contre cette duplicité du gouvernement qui étrangle littéralement ce service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci à vous. À bientôt pour un prochain Syndicafé.